Hirohiko Araki, c'est un peu le magicien excentrique du manga. Un alchimiste du bizarre qui a transformé chaque page en une œuvre d'art délirante. Si son nom est aujourd'hui indissociable d'une saga devenue mythique, il ne faut pas oublier qu'avant de redéfinir les codes du shonen, il s'est essayé à d'autres terrains. Ce n'est pas un auteur qui a explosé du jour au lendemain avec un seul chef-d'œuvre. Non, Araki, c'est un artisan patient, un créateur qui a cherché, tâtonné, exploré avant d'affiner ce style si reconnaissable. Des visages sculpturaux, des poses surréalistes et une narration qui oscille entre le grandiose et l'étrange. Ses premières œuvres témoignent déjà de cette fascination pour le mystère, le thriller, l'horreur et les confrontations psychologiques où chaque affrontement est une partie d'échec mortel. Il a expérimenté, mélangé des genres, posé les bases de ce qu'allait devenir son ADN artistique. Ce qui est fascinant, c'est que même dans ses travaux les plus méconnus, on retrouve cette obsession pour l'esthétique baroque et les personnages au charisme démesuré. Bref, avant de devenir une légende, Araki était déjà un innovateur, et son talent n'a jamais été limité à une seule œuvre culte. C'est ce qu'on va voir avec ses œuvres qui ont un peu marqué et construit son histoire. Bienvenue dans l'univers de Poker Under Arms, un manga où Hirohiko Araki, encore tout jeune et ambitieux, décide de prendre un pari fou. Mélanger cow-boy, poker et un ivrogne improbable. Oui, dit comme ça ressemble à un délire de fin de soirée. Mais ce western a marqué les débuts officiels d'Araki dans le monde du manga, avec une élégance presque aussi désinvolte que son héros. L'histoire, deux as de la gâchette s'affrontent à coups de cartes, bien décidés à régler leur compte avec style et panache. Mais voilà, le duel prend une tournure absurde quand un vieux soulard, sûrement trop bourré pour tenir une arme, leur vole la vedette avec une stratégie qui aurait fait rougir Daniel Craig dans Casino Royale. Ce n'est pas du génie pur, c'est du génie déguisé en idiotie. Et ça, c'est tout Araki avant l'heure. Malgré son style encore hésitant, Poker Under Arms a décroché le prix du runner-up au prestigieux Tezuka Award de 1981, avec Tezuka lui-même en mode critique cinéphile. C'est comme un film. Rien que ça, Osamu Tezuka étant l'auteur d'Astro Boy, le père fondateur des mangas en quelque sorte. Pour un mec qui avait passé la nuit à gratter ses pages comme si sa vie en dépendait, c'est plutôt un jackpot. The One Shot, court mais percutant, montre déjà le flair d'Araki pour les personnages décalés et les twists imprévisibles. Alors, un chef-d'œuvre ? Non. Mais clairement le début d'une légende. On peut d'ailleurs remarquer que Mike Harper, l'un des protagonistes, a une apparence similaire à Speedwagon. Avant que Jojo et ses poses iconiques ne débarquent, Araki expérimentait déjà son goût pour le bizarre avec Georgios Irene. Imaginez une assassine qui utilise le maquillage comme arme fatale, une touche de rouge à lèvres pour le charme, un coup de blush pour la personnalité, et hop, elle vous expédie ad patresse avec plus de grâce qu'un défilé Dior. Oui, c'est à mi-chemin entre un thriller d'espionnage et une pub L'Oréal sous acide. L'histoire suit Irène, une tueuse à gages caméléon, capable de changer de visage et d'attitude grâce à ses pinceaux magiques. Pas besoin de balles ou de poison. Elle conquiert, manipule, puis frappe avec une précision qui aurait fait pâlir Hitman. On sent déjà les prémices de l'univers Jojo, avec des noms inspirés de la musique. Cyndi Lauper, On t'a vu, et des poses dignes d'un shooting pour Vogue. Antonio Lopez et ses croquis extravagants semblent presque avoir guidé Araki dans ses premiers pas. Le hic ? Araki, dans un élan de sincérité désarmant, a avoué qu'il galérait trop à dessiner des femmes pour poursuivre l'aventure. Irène s'est donc arrêtée après 2 parties, laissant la place à un héros masculin plus facile à croquer, Jonathan Joestar. Georgios Irene, c'est l'ébauche d'une folie artistique, une œuvre imparfaite mais déjà pleine de ce qui allait définir Araki, le style, la bizarrerie et des idées qu'on n'oublie pas. Un échec ? Plutôt un avant-goût du génie. Avant de se lancer dans les stand battles et les poses de défilé, Hirohiko Araki s'est offert une petite virée dans le monde des casse-têtes et des manipulations enfantines avec Cool Shock BT. Le concept ? Prenez le génie déductif de Sherlock Holmes, mélangez-le à une perfidie machiavélique de Moriarty et mettez le tout dans la tête d'un gamin qui ferait passer Denis Lamanis pour un ange. Vous obtenez Bitty, un héros aussi brillant que sournois, accompagné de son fidèle souffre-douleur, Koichi. Là où la plupart des héros des années 80 cherchaient à sauver le monde ou à devenir le plus fort, Bitty visait des objectifs autrement plus terre-à-terre. Impressionner une fille, humilier des rivaux ou simplement prouver qu'il était le plus malin. Peu importe si cela impliquait des stratagèmes à la limite du criminel. Ce n'est pas un Goku, c'est clair, mais c'est précisément ce côté anti-héros qui le rendait si fascinant. Avec un style graphique plus rond et presque naïf, rappelant un Toriyama sous influence, le manga se démarque autant par son esthétique que par son ton décalé. Cool Shock BT n'a peut-être pas révolutionné le manga, mais il a posé les bases de ce que Araki ferait de mieux, des personnages complexes et des intrigues qui brouillent la frontière entre le bien et le mal.
Vous l'aurez d'ailleurs peut-être remarqué, mais le Karad Sign de Dio a été inspiré par BT. Un jour, Nishio Isin et Posuka Demizu ont même ressuscité BT pour une suite, preuve que ce petit génie tordu continue de hanter les esprits. Avec Bao, Araki entre dans le grand bain du shonen de baston, armé d'une idée simple mais efficace, mélanger un ado ordinaire avec un parasite extraterrestre qui transforme son corps en arme vivante. Tiens, ça me rappelle étrangement un autre manga. J'ai plus le nom sous la main. On dirait donc un croisement entre l'invasion des profanateurs et Hokuto no Ken, avec un penchant assumé pour le gore et les explosions de tête en bonus. L'histoire suit Ikuro Ashizawa, un pauvre type transformé en cobaye par l'organisation criminelle Dores, qui lui implante le parasite Bao. Ce dernier lui file des super pouvoirs, mais avec un petit effet secondaire. Il est en mode massacre tout ce qui bouge. Heureusement, il peut compter sur Sumire, une gamine au pouvoir psychique, pour ajouter une touche de douceur à ce bain de sang. Évidemment, Dores ne peut pas laisser cette arme biologique se balader librement, alors ils envoient des assassins, des monstres, et probablement tout leur budget CGI de l'époque pour l'arrêter. Visuellement, Bao est une débauche de violence stylisée, avec des attaques nommées en majuscules qui explosent à l'écran, comme si Araki s'était amusé à tester ses futures idées de stand. Certes, le scénario n'est pas des plus originaux, mais l'impact visuel et l'énergie brutale ont laissé une empreinte durable. Bonus, Bao est même un personnage jouable dans JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Preuve que ce parasite déjanté n'a jamais vraiment quitté l'univers d'Araki. Une œuvre imparfaite mais viscérale, comme un prototype sous stéroïdes. Avec The Lives of Eccentrics, Araki troque les combats épiques et les parasites tueurs pour une galerie de portraits de personnages historiques aussi barrés que fascinants. Imaginez un documentaire Arte, avec juste assez de liberté artistique pour transformer une biographie en thriller dramatique. Ici, les faits sont là, mais Araki s'amuse à leur injecter une dose de piment, quitte à s'éloigner de la vérité pour le style. On y croise des figures comme Nikola Tesla, l'inventeur génial mais un brin timbré, ou Sarah Winchester, hantée par les esprits et enfermée dans son célèbre manoir. Mention spéciale à Typhoïde, Marie Malone, la cuisinière dont les plats étaient aussi létaux qu'un stand de Jojo. Ces récits aussi entre fascination et étrangeté, à l'image de la personnalité excentrique d'Araki lui-même. Les 4 premiers chapitres sont dessinés par Hiroshisa Onikubo, l'assistant d'Araki à l'époque, et maintenant artiste clé de l'anime Jojo. Mais pour les 2 derniers récits, Araki reprend la main et injecte sa patte visuelle unique, rendant chaque case aussi théâtrale qu'un plan de Citizen Kane. Bien sûr, ce n'est pas une encyclopédie à lire avant un examen d'histoire. Araki prend quelques libertés, comme enfermer Sarah Winchester dans son manoir pendant le tremblement de terre de 1906. Mais peu importe, parce que The Lives of Eccentrics, c'est avant tout une célébration de l'audace, des idées folles et du génie tordu. Bref, du pur Araki. Avec Under Execution, Under Jailbreak, Araki prouve qu'il n'a pas besoin d'un stand flashy pour nous faire flipper. Ce recueil de récits court est une plongée dans l'imaginaire sombre et déroutant de l'auteur, où chaque histoire ressemble à un mauvais rêve qu'on ne peut pas arrêter. Le titre phare, un prisonnier condamné à mort, découvre que sa cellule est truffée de pièges mortels, comme si Jigsaw avait redécoré la Bastille. Une leçon d'angoisse magistrale, où même respirer semble être une erreur. Et ce n'est que le début. Dolce, Andy's Master, joue sur un ton absurde. Un chat, perdu en mer, avec son maître affamé, tente désespérément de ne pas finir au menu. Imaginez Life of Pi, version un peu Tom et Jerry. Les 2 histoires ont même eu droit à une adaptation théâtrale en 2015, preuve que les idées barrées d'Araki peuvent briller sous n'importe quelle lumière. Le joyau du recueil reste Deadsman Questions, un spin-off de Diamond is Unbreakable. Yoshikage Kira, devenu fantôme, est contraint de remplir des contrats de tueur pour un moine. Pas de repos pour les âmes damnées, surtout quand on a été un psychopathe en vie. Sous son apparente simplicité, Under Execution, Under Jailbreak montre qu'Araki sait jouer avec le suspense, l'absurde et le tragique, tout en maintenant un style visuel inimitable. C'est un cocktail bizarre, mais terriblement savoureux. The Spock Kichiberu Han. C'est un peu comme si Araki avait décidé de fusionner Twilight Zone et JoJo's Bizarre Adventure avec un guide aussi cynique qu'énigmatique. Juan Kishibe, le mangaka grinçant de Diamond is Unbreakable, se glisse dans le rôle du narrateur, distillant des récits étranges et glaçants où il n'est souvent qu'un témoin distant. Pas de baston ni de pose exagérée ici, juste une plongée dans des histoires où l'absurde flirte dangereusement avec le sinistre. Son premier tour de piste, At a Confessional, a fait ses débuts de Under Execution, Under Jailbreak, et a tout de suite marqué les esprits. Juan, assis dans une église italienne, relate une confession horrifique impliquant une vengeance, un fantôme et un twist final qui ferait pâlir Hitchcock. Le succès de cette petite perle a poussé Araki à transformer le concept en série en 2007. Certes, tout n'est pas parfait, notamment Kishibe Juan meets Gucci. Mais des histoires comme Millionaire Village,
ou Deoxyribonucleic acid, captifs par leur tension psychologique et leur étrangeté viscérale. Ces récits ont même eu droit à des adaptations en animé et en live-action. Preuve que ce spin-off a une vie propre. Rohan, avec son arrogance et sa fascination pour l'extraordinaire, est l'alter ego idéal d'Araki, et chaque chapitre de Thus Speak Kishibe Rohan est une lettre d'amour au bizarre. Bref, un incontournable pour quiconque veut plonger dans la face sombre et fascinante de l'auteur. Rohan au Louvre, c'est Araki qui pose ses bagages dans le temple de l'art français pour livrer une histoire aussi fascinante qu'inquiétante. Initialement conçu pour l'exposition Le Louvre invite la bande dessinée, ce récit est à mi-chemin entre une confession personnelle et une enquête horrifique. On y retrouve Rohan, égal à lui-même, arrogant, curieux et incapable de laisser un mystère tranquille, même quand tout hurle « fuis tant que tu peux ». À 17 ans, Rohan découvre un tableau créé avec une teinte noire si profonde qu'elle semble dévorer la lumière. Intrigué, il tente de travailler avec cette peinture maudite, mais son ami Nanase intervient, détruit ses œuvres et disparaît sans explication. Une décennie plus tard, notre mangaka revient au Louvre pour contempler ce tableau, mais il retrouve aussi Nanase. Ce qu'il découvre alors dépasse l'entendement, prouvant que certaines énigmes devraient rester enterrées, comme un stand oublié dans un rocher. Avec une ambiance plus travaillée que dans les autres récits de Thus Speak Kishibe Rohan, ce one-shot explore la fascination de l'art pour l'ombre et le mystère. Rohan y gagne en profondeur, son passé enrichissant son arrogance habituelle d'une vulnérabilité rare. Pas étonnant que ce joyau ait été adapté en un épisode spécial live-action en 2023. Rohan au Louvre, c'est Araki à son apogée narrative. Une œuvre qui marie le raffinement artistique au frisson surnaturel, le tout avec une touche de folie pure. Ainsi, Araki, c'est l'illustration parfaite du mangaka qui ne se contente jamais de suivre un chemin tout tracé. Son style a évolué, ses influences ont muté, et même après des décennies dans l'industrie, il continue de nous surprendre avec des récits qui oscillent entre le surréalisme et l'avant-garde. Ce qui rend son travail unique, ce n'est pas seulement son trait reconnaissable entre mille, mais cette capacité à transcender les genres et à tisser des histoires où chaque affrontement devient un spectacle aussi cérébral que visuel. Même en dehors de son œuvre phare, on retrouve cette obsession du détail, cette ambiance étrange où le banal côtoie le surnaturel avec une fluidité déconcertante. Araki n'a jamais eu peur d'expérimenter, de mélanger les influences occidentales et japonaises, de briser les conventions. Et c'est bien là sa plus grande force. Il n'a jamais cherché à plaire à tout le monde, mais plutôt à créer un univers qui lui est propre. Un univers où l'imprévisible est la seule règle, et où chaque page nous rappelle qu'on est en face d'un auteur qui, quoi qu'il fasse, impose toujours sa patte inimitable.